Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Français, française. Ah non, c'est pas moi. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui dans cette journée un petit peu particulière, Philippe. Ah bah oui, puisqu'on a eu droit à 90 minutes d'allocution du Premier ministre, pile le temps d'un match de football. C'est fabuleux. Il avait de l'inspiration pour écrire son discours. Ah oui, mais je vous l'avais dit, quand on a fait la réunion ce matin, un agrégé de lettres ne peut pas être court. C'est pas possible. Et pourtant, comme dirait Philippe Bilger, être court, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. En même temps, ma chère Cécile, en général, ça dure 1h30, Ouais. les déclarations de politique générale. Il paraît que vous n'êtes pas agrégé de lettres, Philippe, mais vous êtes quand même très court. Je sais pas comment je dois le prendre. Moi, c'est pas. Je parlais à Philippe David, bien évidemment. Ah non. Ah oui, bien sûr que si. Voilà, c'est pas. Je n'oserais pas offenser M. Bilger. Mais Maxime est chroniqueur. Oui. À mes heures perdues. Et chroniqueur avec un C et non un G. Allez, les amis, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h et on va dérouler justement ce discours de politique générale au sommaire de cette émission. Donc un mois après sa nomination à Matignon, François Bayrou a prononcé ce mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Pendant 1h30, il a évoqué ses grands chantiers devant un hémicycle morcelé. Alors parlons vrai, les priorités évoquées par François Bayrou vous semblent-elles être les bonnes? Et à cette question, quelles sont à vous vos priorités? Eh bien vous dites à 62% la sécurité, à 18% les retraites, à 14% la dette et à 6% la proportionnelle. Venez nous donner vos priorités, Aude les attend, ainsi que les vraies voix bien sûr, au 0826 300 300. Avec notre invité, Jean Petot sera avec nous, politologue. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, puisque dès l'ouverture de ce discours de politique générale, le Premier ministre a émis le souhait, je cite, de réconcilier les Français entre eux, réconcilier les Français avec l'État et leurs élus, et réconcilier les Français avec les entreprises. Alors parlons vrai, est-ce que le ton de François Bayrou vous a semblé rassembleur? Et à cette question, Bayrou peut-il réconcilier les Français? Vous dites non à 90%. Vous voulez réagir? Vous n'aurez pas besoin de vous réconcilier avec elle tant elle est sympathique. Aude attend vos appels au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, Philippe Bilger, en maître absolu. En maître, en tout cas, ça va être passionnant. Oui, ça va être très intéressant. Vous voulez dire qu'il est jupitérien lui aussi? Ah bah, il Non, est bien non. au-dessus. Mais est-ce qu'il se fera aussi bien qu'hier? Ah bah écoutez, vous avez raison de monter le ton un petit Et peu. je pourrais peut-être être un peu coupable de la dégradation. Peut-être, on ne sait jamais. Pourquoi François un peu? Ouzillot est avec C'est nous. sûr. Maire de Vernon. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir à tous. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et patron de Pressly. Bonsoir Sébastien Ménard. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et puis ce numéro de téléphone 0826 300 300 que vous avez fait, Julien de Viry-Châtillon. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir à toute l'équipe, merci de m'accueillir. On est ravis de vous accueillir avec bonheur, bien sûr. Et vous vouliez revenir, votre coup de gueule, c'est vous en avez assez du bashing Elon Musk qui est systématiquement sans prendre en compte finalement son bilan et son activité. Exactement, je vois, c'est quand même un homme qui a une carrière, qui a réussi une stature que pas grand monde peut réussir, à être milliardaire. On va dire aujourd'hui c'est très compliqué. S'il a réussi ça, c'est parce qu'il sait focaliser son attention et les points cruciaux là où ils sont nécessaires. On voit qu'il a écrémé 70% de Twitter parce qu'il y avait 70% de bullshit chez Twitter et clairement il a fait le ménage. Et il a enlevé l'inutile pour garder l'essentiel. Aujourd'hui, il est fournisseur de la NASA. Enfin, moi, j'avais une image de la NASA comme étant le truc le plus haut, à la pointe du monde, le truc à le plus haut niveau de recherche et d'optimisation possible et imaginable. Bah non, il est arrivé comme ça, les mains dans les poches, et bon, ça, on change. Il a changé 4-5 points, déjà ne serait-ce qu'avoir un lanceur qui revient sur Terre. C'est 50% du travail qu'il n'est pas à refaire. Donc, il a écrasé les coûts avec une possibilité de réflexion que... Ah, c'est pas nous, on l'a pas du tout censuré, hein, Philippe Bilger. Julien, pas de censure, c'est un problème de ligne. Il y a une large part d'Elon Musk que j'estime, voire que j'admire comme notre auditeur. Je suis plus réservé sur ses immixtions dans la politique internationale. Je dirais pas mieux, Philippe. C'est un très grand entrepreneur, c'est indéniable. Il a fait des choses révolutionnaires et ça continue encore. Et on devrait prendre exemple d'ailleurs au niveau spatial sur ce qu'il a fait. On a pris du retard parce qu'on n'y croyait pas pendant que les Américains nous ont dépassés. Comme on croyait au Minitel aussi, plus qu'à Internet. Oui, mais sur notamment la réutilisation des lanceurs, on aurait pu au final être au même niveau qu'eux et on a pris du retard. Sur son immixtion, sur son ingérence dans les médias et dans la vie politique, ça devient dangereux. Ce sera l'objet de mon coup de gueule tout à l'heure. Sébastien Ménard. Oui, c'est un entrepreneur génial, visionnaire,
probablement aussi dingue que génial, mais ce que dit notre auditeur n'est pas finalement si extraordinaire. On a des entreprises privées qui en France deviennent quelque part, ont un rôle quasi étatique avec évidemment un monopole. Vous prenez Dassault Systèmes, c'est une entreprise privée qui réalise de grandes choses que l'État ne peut pas réaliser. D'ailleurs, Dassault Systèmes a une place à part dans l'économie française. Donc le fait que Elon Musk vienne disrupter quelque part un marché qui était celui de l'espace, ça paraît pas complètement dingue. En revanche, ces prises de position. Julien, on vous avez perdu, vous avez entendu notre tour de table ? Oui, dans les grandes lignes, oui. Ouais, voilà. Ah, c'est bien déjà. Donc déjà, on a dit que vous aviez raison. Voilà. On est d'accord avec vous. Ils sont d'accord sur certains points avec vous. En tout cas, Julien, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, les réquisitoires du procureur, mon cher Philippe. Je vais parler de quelqu'un dont je parle peu. Ces derniers jours, de Bruno Retailleau. Dis donc. C'est surprenant. Vous devriez déposer ce nom-là, parce qu'à force de le citer, vous seriez pété d'oseille. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Centre. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Après cette séquence d'1h30 du Premier ministre face à l'Assemblée nationale plutôt morcelée, nous allons dérouler bien entendu cette émission sur tout ce qu'il a dit, parce qu'il y a beaucoup de chantiers en cours, avec Philippe Bilger, avec François Ozillot et Sébastien Ménard. Et vous, au 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots de la l'actu, c'est Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Il y a des choses à dire. Ah bah oui, plein de choses. plein de choses. On va parler du discours de politique générale de François Bayrou, avec au menu la dette, la réforme de l'État ou encore la réouverture des discussions sur les retraites de la France qui n'avait jamais fait aussi peu de bébés, figurez-vous, depuis 1946. L'INSEE vient de publier ses nouveaux chiffres. Et puis cette arrivée du Vendée Globe en 64 jours et 19 heures, record à l'arrivée de Charlie Dalin. En 3 mots, ça donne donc discours bébé et record. Merci, c'est à vous dans un instant. En attendant, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et dans votre réquisitoire, vous allez parler de quelqu'un dont vous n'avez jamais parlé dans les vraies voix, Bruno Retailleau. Vous avez raison. C'est tellement novateur que... Quelle surprise. En fait, j'en parle trop peu. Vous emballez pas non plus. Il faut me pardonner. Mais plus sérieusement, hier soir, Bruno Retailleau est intervenu devant les jeunes républicains. Et je rassure François, il en existe manifestement. Et il a fait un triomphe. En réalité, et pour une raison simple, c'est que les jeunes républicains, comme les jeunes d'autres partis, attendaient finalement que les partis politiques prétendus adultes tiennent les promesses qu'ils prennent, en effet. Et Bruno Retailleau a rappelé que son slogan, c'était « parler vrai et agir vite ». Un slogan ne démontre rien, sinon que lorsque vous avez un ministre qui le met en œuvre, parler vrai et agir vite, évidemment, ça ne peut que séduire la jeunesse de son parti et peut-être au-delà un certain nombre de Français qui étaient tellement habitués à l'impuissance politique que trouver un ministre qui agit, c'est formidable. Sébastien Ménard. Alors, Retailleau était face à son public, face aux jeunes LR, et quand on parle des jeunes LR, moi je salue une jeune biarrotte qui s'appelle Emmanuel Brisson et qui œuvre à la refondation de ce parti que j'ai quitté sans regret. Mais en tout cas, bon courage à eux. Ils ont Retailleau en face d'eux. Retailleau, il est à l'image de ce que veulent aujourd'hui les Françaises et les Français, c'est-à-dire de l'ordre, de la sécurité, du parler vrai, du parler cash, et puis surtout des résultats. Donc on verra s'il est en mesure d'obtenir des résultats. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est normal que vous puissiez être séduit, monsieur le procureur. Retailleau face à une audience LR de jeunes gens bien de droite et qui aspirent, je dirais, à une forme de radicalité sur ces thématiques-là. A priori, vous ne deviez que passer un bon moment. Il n'aurait pas fait une ovation à tout le monde. Oui, mais enfin là, c'est l'alignement de toutes les planètes. Franchement, je me réjouis que les partis de gouvernement et leurs sections jeunes renaissent de leurs cendres. Ça nous fait quand même du bien. J'ai passé d'excellentes années au Jeune Pop.
à l'époque de Nicolas Sarkozy. Ah, vous aussi. Et, effectivement, et j'ai quitté le parti, moi, avec regret, parce que je considère que c'est le parti qui a changé, et c'est pas moi qui ai changé d'opinion à l'époque de l'arrivée de Macron sur son premier quinquennat et sur la récupération par Wauquiez par la suite. On va avoir des enjeux importants au PS comme au LR, j'allais dire l'UMP comme un ancien, dans les 3 mois qui viennent, je crois. Le RPR et l'UDF, ouais, c'est ça. Non, j'étais vraiment trop jeune pour le coup. Mais on va revoter, il va y avoir sans doute une nouvelle direction qui va se mettre en place au PS. Peut-être que Faure va partir ou va se faire mettre dehors, et idem pour... ce que nous a fait Ciotti il y a quelques mois, il faut remplacer quand même, depuis le parti est quand même sous respirateur artificiel là. Donc il y a des enjeux énormes. Néanmoins, en termes d'adhésion, on revient de loin quand même. Donc la progression ne peut être que plus forte, parce que c'est quand même des partis qui ces dernières années ont vu leur nombre d'adhérents chuter et fondre au soleil. Ouais. Merci pour votre enthousiasme. Mais sinon, mais vous allez terminer par une note enthousiaste quand même. J'étais assez sceptique sur Bruno Retailleau au démarrage de son ministère de l'Intérieur, et je suis plus que convaincu maintenant. Ah, comme quoi. Tout arrive. J'espère que vous, c'est pareil avec Philippe David. Allez, puissante. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Philippe David. Candidat, c'est ça la vraie question. Ouais. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont discours, bébé et record. Le grand oral de François Bayrou devant l'Assemblée nationale, avec des chantiers tous azimuts, dettes, nouvelles discussions sur les retraites, proportionnelles aux législatives, banque de la démocratie. Le Premier ministre veut déjouer les pronostics sur la longévité de son gouvernement. 663 000 bébés sont nés en France l'an dernier, le plus bas niveau depuis 1946. L'INSEE publie ses nouveaux chiffres. La population française augmente encore un tout petit peu, mais moins qu'auparavant. Et puis l'arrivée du Vendée Globe et le sourire de Charlie Dalin, arrivé au Sable d'Olonne après un tour du monde en 64 jours et 19 heures, un record. J'ai l'impression d'être parti avant-hier, déclare le skipper à l'arrivée. Les vraies voix Sud Radio. Le pays réclame de la stabilité, a déclaré François Bayrou tout à l'heure lors de sa déclaration de politique générale. Pourtant, paradoxalement, le Premier ministre veut voir dans l'instabilité ambiante une force pour son gouvernement. 84% des Français jugent, paraît-il, que le gouvernement ne passera pas l'année. Il m'arrive même de me demander où les 16% restants trouvent la source de leur optimisme. Je crois que cette situation est un atout. Parce que quand tout va bien, on s'endort sur ses lauriers, et quand tout paraît aller mal, on est contraint au courage. Au menu, simplification de l'État, trop d'agences, des normes trop complexes, dit François Bayrou. Un fonds spécial sera dédié, promet-il, à la réforme de l'État. Le chef du gouvernement a d'emblée évoqué l'un de ses thèmes de prédilection, la situation critique des finances publiques. Depuis la guerre, mesdames et messieurs les députés, la France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Le Premier ministre qui, sur ce sujet de l'endettement, a mis en cause à peu près tous les gouvernements et présidents qui se sont succédés depuis 1981. Et même si la réforme des retraites de 2023 était nécessaire selon lui, justement sur l'équilibre budgétaire, pour autant le chef du gouvernement accepte de rouvrir le chantier. François Bayrou va réunir syndicats et patronats dès vendredi. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou. Pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. La seule exigence fixée est que nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons et sur lequel presque tout le monde s'accorde. En tout cas, sans accord des partenaires sociaux, ce sera bien la précédente réforme des retraites, celle de 2023, qui continuera de s'appliquer, dit le Premier ministre. François Bayrou a évoqué aussi, par ailleurs, la mise en place de la proportionnelle aux élections législatives, un retour sur le cumul entre mandat exécutif local et mandat parlementaire, ou encore notamment une banque de la démocratie pour financer les partis politiques sans dépendance au secteur bancaire privé. Un petit mot, Philippe Bilger, parce qu'on va en parler bien entendu. Oui, je trouve que Félix a fait une très bonne synthèse de ce qu'il a dit, et j'y ai retrouvé le François Bayrou que j'ai bien connu et que j'appréciais. Après, évidemment, on parlera de celui... Est-ce que vous le trouvez étonnant, ou est-ce que vous le trouvez flamboyant dans ce discours? Non, d'abord, je l'ai trouvé, évidemment, sur le plan de l'oralité, plus à l'aise, dans la mesure où il lisait. Il nous a pas fait attendre pendant 1 heure chaque fin de phrase. et il a eu un ton parfaitement démocrate. Et j'ai noté, et je finis là-dessus, que la première moitié, l'Assemblée nationale a été honteuse,
chose, mais dans la seconde moitié, il y a une forme de respect ou peut-être d'assoupissement. Mais j'espère que c'est le respect. François Ozillot. Moi, j'ai trouvé ça raisonnable, bien écrit. Le ton était aussi le bon, flamboyant. C'est sûr que par rapport à Elisabeth Borne, c'est flamboyant. C'est le premier mot. Oui, en termes de forme. À Elisabeth Borne qui lisait ce même Sénat. discours au Sénat, hein, quand même, c'est important. Est-ce que Emmanuel Macron doit s'inquiéter parce qu'il a parlé de totem et tabou? C'est un livre de Freud où à la fin on mange le père. Ça s'appelle le festin totémique, absolument, Sébastien Ménard. Je vais pas vous répondre. Vous n'avez pas fait de psychanalyse? Non, pour la simple et bonne raison que si vous réécoutez l'intégralité, ce que j'ai fait de manière assidue, la déclaration de politique générale du Premier ministre, il y a énormément de balises narratives pour remercier, féliciter, et je vais même dire, quelque part, conforter le président de la République sur un certain nombre de ses choix, de ses réformes depuis 2017. Alors vous pouvez tourner la tête, mon cher Comment François. ça s'est passé dans la douleur? Attendez. Non, mais il est pas aujourd'hui, on sait très bien la manière dont il a réussi à se faire nommer Premier ministre. Il n'était pas dans l'obligation de le faire. Et honnêtement, Non, mais c'était équilibré. c'était parfaitement bien fait et parfaitement loyal. Allez, vous vous disputerez à partir de 17h30. Le deuxième mot, bébé, avec la baisse du nombre de naissances en France. Avec tous ces garçons autour de la table, comment c'est possible? 663 000 naissances en France l'année dernière. C'est le plus petit chiffre depuis 1946. L'INSEE vient de publier son bilan pour 2024. Moins de naissances, mais la population française continue d'augmenter très légèrement, plus 0,25% sur un an. Croissance de la population, mais moins forte donc qu'en 2023 et 2024. Au 1er janvier, la France compte au total 68 606 000 habitants, dont 2,3 millions dans les Outre-mer. C'est le bilan donc de l'INSEE. Et enfin, troisième mot, record, avec l'arrivée du Vendée Globe. Charlie Dalin est arrivé au Sable d'Olonne en 64 jours et 19 heures. Un record pour Cause de Marée. Le vainqueur du Vendée Globe a dû patienter quelques heures à bord de son bateau avant de remonter le chenal au Sable d'Olonne sous les acclamations. Charlie Dalin aux anges, forcément. C'était une course vraiment intense. J'ai l'impression d'être parti avant-hier. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait une course de 48 heures. Tellement c'était intense, tellement c'était rapide, tellement ça a enchaîné. On a descendu l'Atlantique sud à une vitesse folle. 64 jours, ressenti 2 jours donc à en croire Charlie Dalin, un Vendée Globe Express en quelque sorte. C'est formidable. Moi, j'adore le bateau, mais je ne sais pas gouverner le moindre esquif. Mais ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, à la fois, c'est un exploit, même quand on dit qu'évidemment les circonstances climatiques en favorisent certains. Mais quand on bat de 10 jours, je crois le précédent record, c'est phénoménal. Non, mais juste un mot, c'est que je vous rappelle que les derniers Vendée Globe, il l'a gagné et qu'il l'a perdu parce que un autre concurrent a aidé quelqu'un d'autre et a donc gagné 10 heures sur lui et du coup il est arrivé deuxième. Donc c'est génial de gagner 2 fois. C'est un Orban, vous devez être content, François Ozillot. Oui, mais je suis vraiment pas navigateur pour un scoop. Moi, mon truc, c'est le tennis. Sébastien Ménard, oui, c'est pas la même mais chose. j'ai vu qu'Édouard Philippe était au Sable d'Olonne. François, même pas en politique. Non. Si, mais les temps sont souvent agités. Naviguer. Allez les amis. Un mot Sébastien ou Oui, on y va? j'avais envie juste de dire que dans la mesure où on a toujours le sentiment qu'on vit une espèce de sinistrose collective, il y a quand même une France qui gagne. Et il y a quand même des Françaises et des Français qui réussissent à battre des records, à se faire plaisir, à nous faire rêver. Ça fait du bien. Exactement. Et avec Allez. Johan Richomme attendu en deuxième dans la soirée. Oui. Absolument. Dans un instant, François Bayrou face à un hémicycle divisé. On va en parler avec nos invités dans un instant, Philippe. Alors, parlons vrai. Est-ce que pour vous, François Bayrou, dans son discours de politique générale, a énoncé ses priorités? Quelles sont les vôtres? Est-ce qu'elles ont été les bonnes pour vous? Eh bien, pour le moment, vous dites qu'à 63%, votre priorité, c'est la sécurité. À 15% ex aequo, c'est les problèmes économiques, la dette et les retraites. Et seulement à 7% la proportionnelle. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Jean Petot est avec nous, politologue. Bonsoir Jean, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Un discours dans les cordes, ou pas? Oui, mais effectivement, dans tous les sens de l'expression, du boxeur Bayrou dans les cordes du ring, mais également dans les cordes du Bayrou qu'on pouvait entendre et qu'on connaît, celui qui parle de la dette depuis à peu près 25 ans, du discours de Bayrou qui ne l'a pas utilisé cette phrase, mais qu'a cité Mitterrand, qu'a cité bien sûr Pierre Mendès France dans sa conclusion, et d'une phrase du cardinal Doré qu'affectionnait particulièrement François Mitterrand: on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens.
Allez, à tout de suite, 0826 300 300. Aude vous attend, on est ensemble jusqu'à 19h avec nos invités. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, les vraies voix jusqu'à 19h comme tous les jours du lundi au vendredi. Cette porte vous est ouverte, vous le savez, tout au long de la journée bien entendu. Chez nous en particulier, 0826 300 300, on serait ravis de vous accueillir à l'antenne. Vous voulez débattre justement sur ce discours de politique générale. Et ben c'est dans quelques instants avec Philippe Bilger, François Ozillot et Sébastien Ménard. Et vous, on vous attend tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne. Je n'utiliserai le 49.3 qu'à la dernière extrémité sur le budget. Monsieur Manuel Valls, Monsieur Gérald Darmanin, Monsieur Bruno Retailleau, Madame Catherine Vautrin, Monsieur Éric Lombard. Eh bien, je suis persuadé que l'action que je définis devant vous et l'équipe gouvernementale feront que nous ne serons pas censurés. Et donc un mois après sa nomination à Matignon, François Bayrou a donc prononcé ce mardi une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Pendant 1h30, il a évoqué ses grands chantiers devant un hémicycle morcelé. Alors parlons vrai, le discours de François Bayrou vous a-t-il convaincu? Et à cette question, quelles sont vos priorités parmi celles qu'il a évoquées, vous dites à 63% la sécurité, à 15% la dette, à 15% les retraites et à seulement 7% la proportionnelle. Vous voulez réagir sur tous les sujets, même ceux qu'il n'a pas évoqués. Au délai vraie voix, attendent vos appels au 0826 300 300. Et pour nous accompagner à décrypter ce moment, Jean Petot est avec nous, politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation, cher Jean Petot et Philippe Bilger. Vous avez regardé les 1h30, on vous a vu. Absolument, presque. En tant que citoyen soucieux de stabilité politique, puis-je avouer que j'étais très inquiet tout de même devant cette déclaration de politique générale. On en a rarement connu une plus difficile, et pour François Bayrou. Et je trouve, pour aller vite, Cécile, Philippe, qu'il l'a réussi. Il l'a réussi dans la gestion habile et psychologique du problème des retraites, et il l'a réussi par ailleurs dans son ton parfaitement démocrate, et surtout dans la manière dont il est parvenu à transmettre sur chaque sujet la philosophie, je dirais, du centrisme intelligent. Alors restera tout de même à déterminer si la complexité de son propos sur beaucoup de sujets qui ne permettent pas des réponses sommaires pourra se traduire en action. C'est l'éternel problème de François Bayrou, mais comme il a progressé avec ses déclarations de politique générale, je n'ai pas de raison de douter de son succès. Sébastien Ménard. Ce qui est intéressant, c'est que François Bayrou, ça fait 7 ans qu'il ronge son frein. Donc ça fait 7 ans qu'il se prépare quelque part à être enfin entendu, parce qu'il était évidemment consulté, il était très souvent à l'Élysée, il était associé à un certain nombre de choses. Vous parlez d'un fait politique, la réforme des retraites, et donc quelque part la mise sur pause de cette réforme des retraites. Il va ni plus ni moins que reproposer en 2025 ce qu'il avait proposé depuis 2017. Et je rappelle que ça avait été sur la table, la fameuse, pour que nos auditeurs comprennent, c'est-à-dire la retraite par points, voilà, versus la retraite par répartition. Il aura mis du temps, mais aujourd'hui, la raison pour laquelle il est à l'aise, c'est que même si le contexte est exceptionnel, et c'est ce contexte exceptionnel qui lui a permis d'accéder à Matignon, il est aujourd'hui en situation de pousser avec les siens un certain nombre de ses idées, centristes, parfois un peu iconoclastes, originales, etc. J'ai envie de dire que de toute façon, la France n'a rien à perdre aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas au bout du rouleau. François Ozillot. Alors déjà, c'était mon ministre de l'Éducation nationale quand j'étais en primaire. Depuis... Ça, c'est pas gentil. Là, François, vous commencez mal. Vous commencez mal. Première méchanceté. Non, c'est factuel. C'était au siècle dernier. Quasi. Mais factuellement, c'est vrai aussi. Oui. C'est vrai, absolument. Depuis, c'est un observateur de la vie politique. Il a quand même été davantage observateur qu'acteur. Il n'est jamais redevenu ministre depuis l'époque où il était mon ministre de l'Éducation nationale. Il est quand même au commissaire au plan, chef de parti, maire de pôle. C'est tellement important. Le plan est tellement... Sébastien Ménard. Le commissariat au plan est tellement important que je ne sais même pas qui l'a remplacé. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas dire qu'une édile d'une ville comme Pau,
capitale des Pyrénées-Atlantiques, mon département, est un observateur de la vie politique. Non, c'est un acteur de la vie politique. Pardonnez-moi. De la vie politique nationale. Chef de parti, d'accord, ok. Mais il a une position centrale et d'observateur davantage que d'acteur depuis un certain nombre d'années, si je mets à part ses candidatures présidentielles. Il a choisi de rejoindre Emmanuel Macron. D'ailleurs, il dit depuis que Emmanuel Macron lui doit sa victoire, et c'est sans doute pour ça qu'il a fait ce qu'il fallait pour être Premier ministre il y a un mois, qui lui a rappelé gentiment que c'était grâce à lui qu'il avait gagné en 2017. En revanche, je sais pas. C'est en partie pas faux. Ça a rapporté des voix. Est-ce que ça n'aurait pas suffi s'il l'avait pas rejoint? On n'en sait rien. On peut pas refaire le match pour le coup. En revanche, il est dans une situation extrêmement compliquée. Moi, je trouve qu'il y en avait un peu pour tout le monde sur un ton qui le caractérise, c'est-à-dire un ton raisonnable où chacun a pu retrouver ses petits. 80-90% de ce qui a été dit a déjà été mis dans le débat public depuis des mois, voire des années. La question maintenant, c'est est-ce que les discours vont être suivis d'effets, voilà, tout simplement, et d'actes. Donc, comment va se comporter le PS? Parce que bizarrement, le débat de la semaine dernière, du week-end et du début de la semaine, c'était les retraites. Dans la nuit, soi-disant, il y avait un accord avec Olivier Faure, et puis depuis ce matin, on n'entend plus Olivier Faure. Donc je ne sais pas ce qu'il a été dit d'ailleurs dans l'hémicycle tout à l'heure de la part du Parti Socialiste, qu'on a l'impression... Il avait dit ce matin qu'il y avait déjà un accord presque conclu. Mais pour le coup, le sujet du conclave avec la fumée blanche et peut-être la bémousse papam à la fin me paraît une bonne chose pour effectivement revoir un certain nombre de sujets sur cette réforme des retraites, notamment la pénibilité qui manifestement quand même pas été correctement traitée il y a 2 ans. Ou repartir carrément, comme le disait Sébastien, sur la retraite à points, qui était une bonne idée aussi, mais qui avait été mal expliquée par Édouard Philippe avant le Covid, donc impossible de la reprendre par la suite. Donc je trouve que voilà, on repart sur de bonnes bases. Il va falloir constater comment se comportent les différentes oppositions et surtout les candidats à la présidentielle, parce que comment avoir un débat sain dans les 2 ans qui viennent avec des futurs candidats à la présidentielle, c'est ça le vrai sujet. En tout cas, en ce moment, l'Assemblée nationale, Mathilde Panot de la France Insoumise réaffirme qu'elle déposera mardi une motion de censure et demande au gouvernement, en tout cas au Premier ministre, du vote de confiance, le vote de confiance de l'Assemblée nationale. Jean Petot, pardon. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Merci d'être là, merci d'être venu. De rien, oui. Et bonne année à tout le monde. Oui, bonne année. Aussi. Oui, moi aussi j'ai comme Philippe écouté ce discours. J'ai même pris 8 ou 9 pages de notes, vous voyez. Et donc je me disais en écoutant François Bayrou, quelque part c'est un peu comme ce petit personnage de jeu que l'on voit sur les écrans et depuis longtemps. C'est une sorte de Mario Bros de la vie politique. Il est là avec sa petite sacoche de plombier et il essaye de réparer un peu la multitude de fuites qui évidemment ont plutôt explosé au moins cette année 2024. Et dans Mario Bros, si mes souvenirs au moins de père sont bons, on s'achète des vies, hein, et on s'achète du temps pour essayer de passer d'épreuve en épreuve. On réussit des épreuves et ça nous donne des vies. Et c'est un peu, je crois, ce qu'a fait François Bayrou aujourd'hui. C'est-à-dire, il s'est acheté du temps, hein, il s'est donné un peu une respiration en réussissant, je pense, cet exercice. Je suis d'accord avec Philippe. Hein, dans la forme, c'était du Bayrou, c'est-à-dire à la fois faussement décontracté, ne dissimulant pas parfois son bégaiement structurel, hein, qui a quand même été est quand même un peu gênant quand on veut être, malgré son expérience politique, au micro de l'Assemblée nationale et à la tribune de l'Assemblée nationale, mais montrant que il pouvait aussi avoir de la distance. Quand il dit c'est que je suis un novice, hein, dans l'exercice, voilà, quand on sait qu'il est né en 1951. Bon, c'est quand même un des plus capés, un des plus expérimentés. Même s'il n'a pas eu effectivement beaucoup de responsabilités ministérielles, il est dans le paysage politique depuis. Il a commencé sa carrière comme chargé de mission, conseiller technique au cabinet de Pierre Meillery à l'agriculture en 79. Vous imaginez, hein, alors là, pour le coup, notre jeune collégien qui rentrait à l'école, là, il était même pas dans les projets de ses parents, peut-être encore. Hein, bon, voilà.
Voilà. Qui sait Ça ne nous regarde pas. Voilà. Toujours est-il que je crois que Bayrou a réussi cet exercice. Alors, c'est vrai que la formule de Cécile dans les cordes, oui, effectivement, c'était tout le registre du Bayrou. Hein. Mais un boxeur dans les cordes, ça ne veut pas dire qu'il est forcément au tapis, qu'il n'est pas KO. En tous les cas, il s'est acheté du temps par rapport à sa durée à Matignon. Cette idée de conclave m'en rappelait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette magnifique série adaptée de Maurice Druon, hein, Les Rois Maudits, hein, qui a fait les grands jours de la télévision. Alors là, c'était même avant que Bayrou commence son métier d'enseignant à Pau en 74. Eh bien, à ce moment-là, dans cette série, le roi Philippe le Bel enferme les cardinaux en Avignon, pour qu'ils se choisissent un pape. Ça dure 3 ans. Il les enferme et il les affame pour réussir à trouver et à élire celui qui va devenir Jean XXII. Hein, voilà. Ça s'invente pas, mais c'était à l'époque de Philippe le Bel. Alors, il a plus le temps de faire ça, Bayrou. Lui qui aime bien la démocratie chrétienne. D'ailleurs, vous avez vu que le seul philosophe qu'il a cité, c'est Marc Sangnier, le fondateur du Sillon, le maître à penser des démocrates chrétiens. Non, c'est un bon topo qu'a fait Bayrou, je pense. Est-ce que il a bien creusé le sillon, si j'ose dire, Jean, de Marc Sangnier à plusieurs reprises, il y est revenu. Mais ce qui m'a frappé, c'est presque la différence physique et intellectuelle avec Michel Barnier. On comprenait en écoutant François Bayrou à quel point il avait mis plus de chance de son côté dans une apparente souplesse d'esprit, dans une légère démagogie, il en faut tout le temps. Et au fond, j'espère qu'il échappera à la censure. Qu'en pensez-vous, Jean? Rapidement, parce que j'aimerais bien qu'on aille un peu sur le fond de ce qui a été dit. Non, mais je voudrais pas faire de culturalisme ou de naturalisme, mais il est sûr que la duplicité et la ruse du Béarnais me semblent plus propices à la situation que la raideur du Savoyard. Ça, c'est sûr. Pour revenir sur... Je suis ni l'un ni l'autre. Hein. sur les grands sujets, Jean Petot, parce que forcément, la retraite, le sujet de la retraite est attendu au tournant. Est-ce que c'est pas un peu flou, sur cette retraite? Alors, on s'attendait à avoir 6 mois de suspension. Là, on repart dans des discussions, des conversations. Est-ce qu'il aura le temps, en tout cas, de négocier cette retraite avec le PS? Oui, il y a un côté complètement flou, oui, en effet, mais il y a aussi quelque chose d'assez malin, c'est de mettre les partenaires sociaux autour de la table. Et ça rejoint un courrier qui est passé inaperçu, qui a été signé par tous les partenaires sociaux le 17 décembre. La CGT n'a pas signé, mais les autres l'ont signé, et qui demandait, patrons et syndicats, de la stabilité, de la visibilité sur une remise en question du texte. Donc, cette idée de réunir ces partenaires en un même lieu, tous ensemble, dans une espèce de dimension, encore une fois, il a employé l'expression conclave, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, pour les amener à accoucher d'un texte et d'un consensus et mettre, en quelque sorte, contourner, ne serait-ce que la représentation parlementaire, et aussi court-circuiter Emmanuel Macron, parce que si les partenaires sociaux se mettent d'accord, ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron de vouloir revenir dans le jeu par rapport à sa réforme totémique. Donc ça, c'est quand même bien vu. C'est vrai que c'est du court terme, c'est du 3 mois, mais il a parlé lui-même d'une fenêtre de tir. Vous savez, avant, ce truc très compliqué qui persiste, qui consiste à passer à 63 ans, etc., dans la réforme Borne. Donc je pense qu'il a bien joué ces 3-4 coups sur l'échiquier, là. Sébastien Manard, sur Emmanuel Macron, est-ce que Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron peuvent se sentir visés là? Non, moi je pense pas. Je pense que de toute façon, les rancœurs, les regrets ou les haines recuites n'ont pas leur place. Enfin, on sait toujours, François. En politique, ça existe. Hein. Oui, je vais vous faire sourire, puis je vais faire sourire mon voisin de droite parce qu'on sait que la politique c'est aussi beaucoup ça. Mais je pense qu'en l'espèce, le vrai sujet pour le président de la République aujourd'hui, qui ne sera évidemment candidat à rien
à l'issue de son deuxième quinquennat, quand même, c'est de... Même s'il aimerait bien savoir qui est son successeur. Je suis même pas sûr. Mais aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la France s'apaise et que, je dirais, sa personne soit reconnue à sa juste place. Emmanuel Macron veut que la France s'apaise. Mais bien sûr, il veut que la France s'apaise. Évidemment qu'il veut que la France s'apaise. Mais il a aucunement envie d'avoir des agriculteurs au bonnet jaune qui bloquent la France, qui sont malheureux, etc., alors qu'ils sont soutenus par une partie de l'opinion publique. Il souhaite absolument pas ça. François Ozzy. C'était soit l'instabilité politique, soit l'instabilité économique. Là, on a une voie de passage, peut-être avec ce fameux conclave, pour éviter justement de suspendre une réforme qui, au final, aurait été annulée parce que ça n'existe pas, une suspension sans annulation. Je n'y croyais pas un seul instant. Ça aurait encore fait déraper les déficits. La droite s'est quand même un peu énervée pendant le week-end. Et moi aussi, d'ailleurs, dans mon coin. Donc, je suis très heureux que ça se soit terminé comme ça. Effectivement, il y avait des sujets à revoir. Ils vont être revus lors de ce conclave. Ce qui est très bien, d'ailleurs, c'est qu'il le temporalise. Il dit 3 mois, alors que souvent avec le président, c'est des conventions qui n'en finissent pas, qui s'éternisent, qui mènent à rien, et qui mènent. Mais je ne vous permets pas. Moi, je critique pas, je regarde. Moi, rester neutre. J'ai hâte de voir comment les uns et les autres vont se mettre d'accord. Les forces politiques vont-elles y participer ou pas? Parce que là, on dit les partenaires sociaux, mais est-ce que les forces politiques vont y être? J'ai hâte de voir comment vont se comporter l'axe central de droite et de gauche dans cette histoire, pour éviter justement que de nouveau ce soit les extrêmes qui fassent la pluie et le beau temps. Philippe Bilger, on regarde forcément du côté de la gauche, nouveau Front Populaire. Il coince la gauche. L'habilité, c'est de, comme l'a dit Jean, c'est de mettre les organisations syndicales dans le coup. Au cœur du jeu. C'est important. Jean Petot, est-ce qu'ils vont titiller forcément la France Insoumise va titiller la gauche, Olivier Faure, pour les récupérer et encore déstabiliser le gouvernement, j'imagine. En tout cas, Bayrou. Le PS va voter la censure ou pas? Le PS ne va pas voter la censure, je ne pense pas. Enfin, je m'engage peut-être, je prends un pari, mais je pense que le PS va s'abstenir. Et le RN a d'ailleurs laissé entendre qu'il allait s'abstenir. Mais de toute façon, si le RN joint ses voix à LFI et même au PCF et aux écolos, même avec les ciotistes, on est à 269. Et il en faut 288 parce qu'il manque un député pour l'instant. Il y a une législative partielle. Voilà. Il faudrait ajouter Lyotte pour qu'avec 269 et 21, on arrive à 290. Voilà. Donc si le PS ne vote pas ou s'abstient, de toute façon, le gouvernement Bayrou n'est pas renversé. Et ça, c'est à mon sens l'autre fait majeur politique. C'est vrai, Cécile a raison, le LFI ne va pas cesser d'houspiller le PS. Je crois que le PS aurait bien aimé que quelques écologistes et quelques communistes se joignent à lui pour ne pas apparaître comme le traître de service par rapport à la gauche. Mais cette ouverture vers la proportionnelle, clairement affichée, est une façon aussi, alors cette fois-ci mécaniquement et électoralement, de déverrouiller la pression que met LFI sur le Parti socialiste. Sébastien. Non. Ah oui. Non, oui. Allez-y. Oui, non, mais c'est quand on parle de proportionnel, quand on parle de retraite à points, quand on parle de conclave, etc. On est dans le bayrouisme. On est dans ce qui fait la politique et l'histoire de François Bayrou depuis 40 ans. Merci beaucoup Jean Petot d'avoir été avec nous encore une fois, de nous éclairer. Bien entendu, on reviendra sur cette grande phrase de François Bayrou à partir de 18h30 sur le fait de réconcilier les Français. Alors peut-on, est-ce qu'il est suffisamment large pour réconcilier ces Français? Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, 0826 300 300. Dans un instant avec Julien, le qui c'est qui l'a dit, et va-t-il gagner, ne va-t-il pas gagner? On verra. Je le sens bien. Vous le sentez bien? Ah, il a l'air bon, oui. Ouais, dis donc si j'avais cru en vos prédictions. Il a déjà perdu. Il y a bien longtemps que je ne serais plus là. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça, c'est pas Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, on est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui dans cette belle maison Sud Radio avec Philippe David. En pleine forme.
Je n'avais pas demandé, mais je vous l'ai dit quand même. Ah bah, c'est bien. En fait, vous vous rendez compte maintenant tout seul que je ne me pose pas la question. Bah, je me fais, comme disait Georges Marchais, vous venez avec vos questions et j'ai avec mes réponses. Voilà. C'est ça. Mais comme il était en train de payer ses impôts, il n'écoutait pas ce que je disais. Voilà. Non. J'étais en train de sortir le qui c'est qui l'a dit. Voilà, c'est avec les réponses que vous venez de donner à Sébastien Ménard. Bien entendu. Non. Julien. Non, je ne fais pas comme vous avec Philippe Bilger. Bien sûr, mais je l'ai pas le truc, donc je peux pas le donner. C'est vous qui l'écrivez, donc je ne donne pas quelque chose qui ne m'appartient pas. Bam. Le gros mensonge. Tout de suite, Julien est avec nous. Mon cher Julien, vous êtes là ? Je suis présent. Mon cher Julien, c'est à vous de lancer ce jeu. Eh bien, je dirais qu'en période d'instabilité politique, il faut offrir du pain et des jeux. Donc, le cirque commence avec le qui c'est qui l'a dit. Bravo Sud Radio, le quiz de l'actu. Oh, très beau lancement, j'aime beaucoup. Bravo, Julien. Allez, question qui c'est qui l'a dit, mon cher Julien, à 3 points. J'ai refusé d'entrer dans le gouvernement de François Bayrou. Olivier Faure. Bonne réponse de Julien. Ah, ça y est, ça boude déjà autour du Il marque le terrain d'entrée. Qui c'est qui l'a dit à 3 points. Ouais. Nous ne voulons pas bordéliser les institutions, on ne censure pas a priori. Julien. Ça, c'est à droite. Je sais plus, je pense à. Laure de la Valette. Bardella. Non, Laure Lavalette. C'est pas de la Valette, c'est Laure Lavalette, mais on vous le compte bon. Bah, merci. Ouais. 3 points pour Sébastien Ménard. Qui c'est qui l'a dit 3 points. Oui, Elon Musk est en danger pour le modèle de la démocratie libérale. Julien. Est un danger, pardon, pour le modèle. C'est Julien Audoul. Non. Allez-y. Thierry Breton. Non, c'était ce matin sur Sud Radio. Aurélien Rousseau. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Philippe Bilger est aux abonnés absents. Mais il n'écoute pas. Non, mais Philippe Bilger, il n'écoute pas la radio. C'est pas possible que vous ayez toutes ces réponses. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Julien. Vous trichez. De reniement en reniement, Olivier Faure s'éloigne du programme du nouveau Front Populaire. Trichez, Philippe David. Julien. C'est l'adjoint de Mélenchon. Oui, c'est oui. Bompard. Il l'a dit. Voilà. Il l'a dit. Non, mais c'est ce qu'il voulait dire. On l'a dit tous en même temps. Il est sympa, Julien, on lui donne. Non, c'est Julien. Ouais, c'est pour J'ai Julien. jamais dit Bompard. Hein. Ouais. Quand Oui. On l'a dit. Bizarrement, on l'a pas entendu. On l'a pas entendu. Pardon, il a dit lieutenant. Oh, la il a mauvaise dit foi. Bompard. La mauvaise foi. Philippe Bilger. Il y a 15 jours, j'ai dit Bompard, quand même, je vous le rappelle. Est-ce que j'ai dit Bompard? Il l'a dit en même temps que moi. J'ai cherché le nom. Julien, est-ce que j'ai dit Bompard? J'ai entendu Bompard, mais j'étais en train de le chercher justement. Je vous le concède. Je vous remercie de votre honneur. Mon Dieu. J'aurais pas aimé avoir Philippe Bilger en procureur mais général. je ne joue jamais, Allez, en qui général. c'est qui l'a dit 3 points dans ce pays? Il y a la gauche qui veut changer la vie des gens et une gauche qui pérore. Alors, c'est un secrétaire général, c'est un vice-président de parti, en fait. Oh là, alors là, je vois pas du tout. Allez-y. Ah, on vous entend moins, les Il vraies est voix, élu là. dans le sud-est de la France. Secrétaire Il général. a le nom d'un très grand acteur. Ouais. Philippe? Non. Le nom de famille. Le nom de famille. T'es un grand acteur. Secrétaire général du PS. Ah bah oui, C'est Jouvet. lui. Bonne réponse, Pierre Jouvet. Absolument. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui l'emporte. Ouais. Heureusement. Alors excusez-moi, Julien, je veux pas être désagréable, mais comme par hasard, la feuille était posée à côté de Sébastien Ménard, et comme par hasard, c'est Sébastien Ménard qui gagne. Non, parce qu'elle était tournée vers moi. Bah ouais, c'est ça. Alors, des gens savent lire à l'envers. Hein. Non mais là, faudrait lire à travers 2 feuilles et à l'envers. Non, je peux pas voir. Il faut qu'il ait l'œil bionique de Julien, est-ce qu'on peut avoir confiance en un macroniste? Est-ce que c'est possible? Absolument pas. C'est tout. C'est la France qui parle. Sébastien Ménard. Merci Cécile. Je vous le dis. Julien, on était ravis de vous avoir en tout cas. Merci d'avoir joué avec nous, c'était formidable. Et puis vous revenez quand vous voulez et on vous souhaite une très très belle année. Allez, dans un instant, le journal. Rémi André avec le temps qui s'améliore, je crois, et le coup de gueule de Philippe David. Non, ça s'améliore pas? On a parlé. Non, c'est Philippe qui s'améliore pas, c'est pas pareil. Merci pour moi. Il a parlé de débureaucratisation, François Bayrou. Eh bien, je vais vous prendre un exemple d'une loi absurde qu'il faudrait changer. Ah bah très bien. Allez, à tout de suite, on fait une pause. Il y en a plein. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Dans le casting du jour, très beau casting, Philippe Bilger, que du beau gosse, magistrat et fondateur de l'Institut de la Parole. Oui, non, un Apollon. Sur le second point, je suis d'accord. C'était quoi le second point? C'est président de l'Institut de la Parole. Beau gosse, je le discute. Ouais. Non, j'ai dit Apollon. Ouais. Non, mais par rapport à vous, il faut arrêter. Bien sûr, il va me dire que c'est pas compliqué. Je relativise mon esthétique par rapport à la vôtre. Attendez, je vais enlever mes lunettes. C'est pareil. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre, et François Ouzillot, maire de Vernon, mais pas que. Pas que. Conseiller régional de Normandie, président délégué du NAGLO. Bah ouais, ça cumule. Ça cumule. Oui, quand j'ai du temps. Ouais. Et vous êtes président de quelque chose, François? De plein de choses. Ouais, De tout. Mais je rassure les auditeurs, quasiment rien n'est rémunéré. Il est président de tout à Vernon. Il vaut mieux le dire maintenant. Oui, c'est pour ça que je le précise. Regardez-vous dans une glace, Sébastien Ménard, vous verrez qu'un jaloux. Allez, le 826 300, vous laissez des messages, on les écoute. Bonjour, c'est Mario de Narbonne. Je vous appelle au sujet de la drogue. Il faut continuer, j'espère que ce n'est pas des paroles comme la chanson. Mais avant tout, la prévention. Le gouvernement il vous passe des messages à longue journée concernant comment respirer, comment manger, comment faire ceci, cela. Mais pour la drogue, il n'y a rien. Absolument rien. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie. Au revoir. C'est vrai quand même. Il n'a pas tort. Mais c'est vrai, il n'y a jamais de spot pub, ne pas toucher à la drogue, etc. On nous indique une multitude de choses qui relèvent de notre humanité, de notre liberté et de notre responsabilité, mais sur les fléaux indiscutables, il n'y a pas assez de communication et d'interdiction. Mais est-ce qu'il ne faut pas des messages uniquement pour les choses qui sont tolérées et pas bonnes pour la santé, plutôt que de dire ne touchez pas à la drogue, je sais pas. Mais non. Je compare par rapport à ma jeunesse qui est pas si lointaine, parce que tout à l'heure on parlait des jeunes. Faut arrêter François maintenant. Tout à l'heure on parlait des jeunes. Le problème c'est qu'en fait quand j'étais adolescent, c'était un petit peu de cannabis, pas moi, je précise. Mais les drogues dures n'existaient quasiment pas ou étaient réservées à une élite ou à des gens beaucoup plus âgés. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui ont déjà passé l'étape supérieure. Et à chaque fois la phrase qu'on entend c'est pas grave, c'est occasionnel. Sauf que derrière, ça pourrit votre santé et ça alimente des réseaux, que ce soit de la drogue douce comme de la drogue dure. Donc effectivement, des spots pour parler de ça, à mon avis, serait bien, et la prévention aussi dans les établissements scolaires encore plus. Sébastien Ménard. Je suis pas mieux, je peux difficilement. Je me rappelle quand on était jeune, il y avait la drogue, c'est de la 1 dealer au dealer. Vous vous rappelez la chanson? Mais c'est la problématique aujourd'hui, c'est que la drogue, malheureusement, comme le dit François, c'était à notre époque réservé à une certaine élite, à certains milieux, etc. Aujourd'hui, vous retrouvez ça dans la culture populaire, vous retrouvez ça dans une certaine musique, vous retrouvez ça dans un certain nombre de clips, vous retrouvez ça évidemment dans tous les films possibles. Démocratisé. Voilà. Et donc c'est partout. Chez nos politiques. Et évidemment, et malheureusement chez nos politiques qui sont censés, on a parfois l'habitude, on a pris l'habitude d'un peu l'oublier, on doit servir d'exemple. Voilà. Quand on porte la cocarde tricolore, quand on porte une écharpe tricolore, on se doit d'être exemplaire. On en a déjà allez souvent leur dire parlé. À l'Assemblée nationale. Non, mais voilà. Mais je devrais y aller leur dire 2-3 trucs. Ouais, allez, dites-leur que c'est de la part de la blonde, la vieille personne. Des minibus. Voilà. Dans un instant. Blonde, oui, vieille, non. Non, écoutez, je parlais pas de moi. Ah bon. Vous parliez de qui? De vous qui avez perdu vos cheveux. Moi, blond, vieux, d'accord, mais blonde, là... Bon, on sait pas, on peut plus vérifier. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, je vais pousser un coup de gueule sur quelque chose qui me semble évident depuis des années, mais pour lequel les politiques n'ont absolument pas percuté. Eh ben, on est content de le savoir. On en parlera dans quelques instants, tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus avec autour de cette table François Ouzillot, Philippe Bilger et Sébastien Ménard. Et vous au 0826 300 et l'un des piliers, Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui, comme souvent, s'étend sur toute la France et ses outre-mer et qui concerne tous les entrepreneurs et les salariés qui y vivent. Pourquoi ?
Parce qu'un rapport de l'Institut spécialisé Rexecode et de la Fédération Syntec, qui regroupe des milliers d'entreprises du numérique, du conseil de l'information et de l'ingénierie, publié hier, met le doigt où ça fait mal en démontrant, chiffre à l'appui, que la surfiscalisation du travail qualifié en France cause, en raison des salaires moins attractifs, une fuite des talents. Une étude qui met doublement le doigt où ça fait mal, puisque les salaires compris entre 1,4 et 4 SMIC sont soumis en France à des prélèvements de 6 à 15% supérieurs aux pays voisins, tandis que dans le même temps, au niveau du SMIC, le coût annuel du salaire s'élève à 23 000 € en France contre 31 000 en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'avec la remise Fillon, rebaptisée depuis réduction générale de cotisation patronale sur les salaires allant du SMIC à 1,6 SMIC, le travail peu payé, qui n'est pas forcément peu qualifié, est très peu chargé avec un effet pervers énorme. Nombre d'employeurs ne veulent pas augmenter les salaires pour ne pas voir le coût du salarié augmenter très fortement dès que le seuil de 1,6 SMIC serait dépassé. Et comme les entreprises payent peu de charges sur ces salariés qui bénéficient d'une forte protection sociale, on surtaxe les salaires qualifiés, comme le montre cette étude, avec comme corollaire la fuite des talents et les pertes de compétences qui créeraient des emplois. En clair, on fait tout pour que les travailleurs pauvres restent des travailleurs pauvres, mais on fait en même temps tout pour que les travailleurs les plus qualifiés s'en aillent, tout en affirmant qu'il faut défendre le modèle social français qu'on mène à la faillite. Une méthode beaucoup plus simple serait des flat charges sociales, comme on a fait la flat tax sur les dividendes, mais j'oubliais, en France on déteste faire simple et de bon sens, quand on peut faire compliqué et absurde. Si tout ce que vous dites est exact, notamment sur le plan des chiffres, vous avez totalement raison, Philippe. Tout est exact. Le chef d'entreprise vient avec nous, Sébastien Ménard. Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, dans un parfait français, je plus sois. C'est-à-dire que je suis d'accord, j'applaudis, j'encourage, je félicite. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi se mettre de l'autre côté de la manivelle. L'État, aujourd'hui, a besoin de récurrence budgétaire, a besoin d'un matelas fiscal. Et donc, et je me fais l'avocat du diable, puisque moi, je suis confronté à ça. C'est-à-dire que je ne peux pas recruter tel que je le souhaiterais, je ne peux pas fidéliser tel que je le souhaiterais. Et dès le moment où je prends mon risque, pour parler en bon macronien que je suis, et que j'investis dans l'humain, c'est-à-dire dans les talents, et c'est pas les talents de demain, c'est les talents d'aujourd'hui, voilà, dont on a besoin. Et ben forcément, vous venez faire exploser vos budgets et vous êtes de moins en moins compétitif. La problématique, c'est qu'effectivement aujourd'hui, le coût du travail est prohibitif et pour de mauvaises raisons, parce que l'État est un État glouton. Voilà. Qu'on débureaucratise, comme l'a dit encore François Bayrou tout à l'heure, qu'on simplifie, mais qu'on le fasse vraiment, puisqu'en fait on n'arrête pas de le dire, ça fait 10-15 ans qu'on le dit, qu'on trouve plein de mots savants pour expliquer qu'on lance un grand plan de simplification ou de débureaucratisation, mais qu'on le fasse, bon sang, on n'attend que ça. Mais derrière ça, François, on n'a pas le courage de dire qu'il faut soit transformer des emplois, soit se séparer d'un certain nombre d'emplois publics. Et dans le contexte, on n'a jamais réussi à l'assumer. Et malheureusement, je doute qu'on le fasse dans les 2 prochaines années. Donc ça peut être un sujet à mettre vraiment dans le débat de la prochaine présidentielle. Ouais, ça va faire peur aux ceux qui cherchent des voix en tout cas. Restez avec nous, tout de suite l'Info Plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et il n'a pas pu s'en empêcher, François Bayrou a encore cité Henri IV lors de son discours de politique générale. Oui, c'est vraiment sa référence à François Bayrou. Il a écrit une biographie d'Henri IV. Il l'avait déjà cité quand il était devenu Premier ministre de France et de Navarre un 13 décembre, c'est-à-dire le jour anniversaire de la naissance du bon roi, naissance d'ailleurs à Pau, dont François Bayrou n'était pas encore maire, puisque c'était en 1553. Paris vaut bien une messe, disait l'un. Paris vaut bien un PLFSS, dira sans doute l'autre, au moment de faire adopter les projets de loi budgétaires. En attendant tout à l'heure, donc oui, il a vu dans la paix religieuse promue par l'édit de Nantes un lointain ancêtre de notre laïcité, figurez-vous. Depuis des siècles, l'idée de tolérance et de laïcité que à une source Henri IV a définie et qu'à l'autre source les grands républicains du 19e ont défini. Cette idée que on n'a pas besoin, parce qu'on croit quelque chose, de vouloir obliger les autres à abandonner leurs idées. Cette idée que nous avons acceptée depuis longtemps en matière religieuse et philosophique, cette idée, elle peut aussi s'imposer dans la vie politique du pays. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne avec Richard Fremder, historien, animateur de Timeline, l'histoire en podcast. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Richard Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce qu'il y a une analogie à faire entre Henri IV et François Bayrou sur l'idée de réconciliation qui était omniprésente dans son discours? Les divisions à l'Assemblée, c'est quand même pas le massacre de la Saint-Barthélemy. Non, on en est loin, c'est vrai. Bon, on peut pas non plus comparer. C'est dangereux de faire des comparaisons. Vous savez ce qu'on dit, hein, comparaison n'est pas raison. Puis à part le Béarn, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de points communs entre les deux, mais il faut pas les chercher. Alors c'est vrai qu'il se sert beaucoup de ce grand homme qui était quand même un grand homme qui en 10 ans, il a mis 10 ans à devenir le roi de France parce que au départ on l'attendait pas, on le voulait pas. Il a mis 10 ans à reconquérir son pays. On est loin de ça hein, aujourd'hui avec François Bayrou. L'économie était en crise, en grave crise à l'époque, beaucoup plus que nous aujourd'hui. C'était épouvantable, dévastation économique, épuisement fiscal. Alors là, on peut comparer, c'est vrai, puisqu'ils ont rajouté à l'époque. Mais surtout, la crise, il en parlait dans l'extrait que vous avez passé, la grande crise évidemment religieuse. L'édit de Nantes, faut faire attention, hein, tout le monde n'a pas été d'accord derrière. Hein, ça nous rappelle des choses aujourd'hui sur certaines lois où tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est mieux que rien. C'était un peu ça, l'édit de Nantes à la base. Ça s'est un peu imposé petit à petit, mais il faut pas croire que c'était non plus quelque chose qui descendait du ciel, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'à votre avis, et ça n'est pas une question provocatrice, est-ce que si je sors d'Henri IV, est-ce qu'au fond il n'était pas plus facile à un roi de France de rassembler qu'à un président de la République élu au suffrage universel? La différence, c'est qu'ils avaient des armes pour le faire et des armées derrière eux ou contre eux. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on peut pas comparer. C'est sûr que c'est pas comparable du tout, du tout. Un président est élu et il reste pas longtemps. Un roi, normalement, il est là jusqu'à sa mort. Sauf que vous avez vu, le roi précédent, avant Henri IV, Henri III est assassiné. Et c'est comme ça qu'Henri IV arrive au pouvoir, enfin arrive sur le trône. Et il doit conquérir son trône. Encore une fois, il met 10 ans à conquérir la France entière. Le fameux Paris vaut bien une messe, c'est ça. Il a pris des risques quand même. Il a pris des risques personnels. Et ensuite, surtout, n'oublions pas, il était remarquablement entouré. On a quand même Sully, puis on a Richelieu qui arrive et qui va avoir un grand poids derrière. On ne peut pas comparer aujourd'hui, c'est pas possible. Par contre, il y a une chose qui est comparable, encore une fois, entre François Bayrou peut-être aujourd'hui et Henri IV quand il arrive, c'est le niveau de popularité. Parce que quand on voit le niveau actuel du Premier ministre et le niveau d'Henri IV, alors là, c'était pas des élections, il n'y avait pas de sondage. Par contre, c'était des acclamations. Quand il arrivait dans la ville, on lui a interdit d'entrer dans Paris. Sébastien Ménard, qui connaît bien Pau, veut réagir. Non, mais l'analogie un peu, j'ai pas envie de dire douteuse, mais en tout cas audacieuse. Audacieuse que peut faire François Bayrou avec les faits historiques que vous citez. Ce qu'il aimerait, à mon avis, je le comprends comme ça, c'est une espèce de concorde nationale autour d'un intérêt général, autour de on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas avoir les mêmes origines, on a le droit de pas penser la même chose. Mais au fond du fond, il faut quand même qu'on arrive à s'entendre, à se respecter les uns les autres et à s'entendre. Réconciliation. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est vrai que la comparaison n'est pas raison. Et en l'occurrence, elle est un peu tirée par les cheveux. Et si je puis me permettre encore un dernier mot, c'est que l'édit de Nantes, on le porte au nu, c'est fantastique. Attention, on n'autorisait pas la religion des hérétiques finalement. Hein. C'était un peu ça. Hein. Donc elle n'était pas autorisée. Par contre, ils avaient le droit à nouveau d'être dans l'administration, d'avoir des emplois, etc. Faut pas confondre, faut faire attention. Hein. C'est vraiment pas la panacée cette loi. Non, c'était dit. Merci beaucoup, en tout cas, Richard Fremder, d'avoir été avec nous. C'était un petit clin d'œil, voilà, puisqu'il en avait parlé effectivement à sa passation de pouvoir avec Michel Barnier. Il en a remis une couche là, donc on s'est dit c'est peut-être intéressant de revoir par le bout du justement de l'histoire. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le tour de table tour de table des vraies voix. Merci Félix Mathieu. Je vais parler de la manière dont François Bayrou a évacué le problème des retraites. François Ozillou. Moi, c'est tout pouvoir dire, c'est rien ne pouvoir vraiment dire. Et Sébastien Ménard? Moi, je vais rester dans l'actualité chaude, tout ça pour ça. Voilà, okay, très ça bien. Rappelle le titre d'un film. Oui. C'est dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix qui, pour le plus grand bonheur de Cécile de Ménibus, sont aussi bonnes qu'hier, je crois. Oui. Avec Philippe Bilger, avec François Ozillou, avec Sébastien Ménard. Vous êtes d'accord ou pas, comme globalement? Je suis d'accord avec ce choix. Oui, dans la mesure où j'y suis.
Philippe faut Bilger. bien que je sois conforme à un bon personnage. Ouais, on va faire un one-man show un jour avec Philippe Voilà. Bilger, je vous le dis tout de suite. Et les dialogues, c'est bien. Ah ouais, les tac, 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 mais on vous fera des dialogues avec, Voilà. avec des invités, Philippe. Allez, Voilà. tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais on est chez les fous là. Vous avez 2 méthodes de pompage. Ah d'accord. Vous pompez la chaleur qui est dégagée. Ah oui. J'ai chaud, je ne me sens pas très bien. Vous pompez, vous faites de la chaleur l'hiver. Mais d'abord, il fait pas si froid que ça. Elle est en permanence mal interprétée. Le tour de table. De l'actualité. Et on félicite Maxime, bien entendu, notre Bravo, réalisateur, Maxime. Alors, qui je s'amuse beaucoup avec ce que vous dites, hein, je vous préviens. Oui, c'était une émission qu'on avait faite ensemble. On parlait notamment des pompes à chaleur et j'expliquais comment ça marchait. D'accord. Voilà. Il n'y a jamais d'ambiguïté avec vous, c'est toujours sale. Ah ouais. Ça, c'est dit, la phrase du jour. Faut la garder, celle-ci. Ah oui. Ouais, Maxime, vous l'avez enregistré? Allez, bam, ça y est, enregistré, c'est fait. Si, tant pis pour vous. Philippe Bilger, pendant que vous êtes là, François Bayrou, renégociation plutôt que suspension. Oui, alors j'ai trouvé que, avant que François Bayrou décide de trancher en faveur d'une renégociation, on pouvait craindre une suspension qui aurait trop concédé à la gauche, puisque d'une certaine manière, il était obligé d'oublier la droite. Mais je constate que ça va être assez difficile. Sa méthode est très bonne, puisqu'il implique dans la conférence qu'il prévoit sur un délai strict de 3 mois la participation évidente des syndicats, mais je viens de lire que les socialistes, conformes à leurs appétences totalitaires, veulent bien la conférence sociale, mais considèrent en aucun cas, on ne pourrait revenir à la loi 2023. Donc, ils prennent une partie, mais refusent l'autre. On aurait été surpris qu'ils prennent tout. En fait, c'est un jeu de bonneto où chacun avance gentiment. Chacun avance ses tours, comme aux échecs. C'est pas fatigant un peu? Si, c'est très fatigant et les Français en ont extrêmement marre. Ah ouais, mais il n'y a pas que... Ah oui, j'en fais partie de ces Français d'ailleurs. Non, mais là où vous avez raison, Philippe, c'est que il cherche une voie. Il est sur un chemin de crête, il cherche une voie de passage, et il semblerait qu'il ait trouvé un moyen, parce qu'en fait, l'idée c'est, il y a une réforme qui a été votée, voilà, une mauvaise réforme, mais qui a été votée, qui est détestée par 85 ou 86% des Français. Donc vous êtes macroniste et vous dites, pour vous c'est une mauvaise réforme. Mais non, mais attendez, on était nous pour une réforme de ce système, pour un peu plus de justice sociale évidemment, et puis une justice générationnelle, puisque les retraites qu'on verse aujourd'hui, elles sont payées à crédit, elles sont même pas payées, elles sont versées aujourd'hui, mais elles sont payées à crédit par les générations futures, donc par nos gamins. Donc c'est une retraite qui est injuste. Donc l'idée de dire on a la Cour des comptes à qui on demande un audit flash, on s'enferme. Et je trouve que la méthode est pas mal. Plutôt que de laisser les gens finalement en conclave dans leurs états-majors, etc., puis venir quelque part devant les caméras, dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, distribuer des bons points, des mauvais points. Là, il veut les obliger quelque part à se parler en amont pour essayer quelque part à la fin de la fin de proposer une copie commune. François voulait réagir. Je vois que Sébastien se convertit gentiment au bayrouisme. Non, j'essaye François. Voilà, en bon entrepreneur que je suis, j'essaye de faire avancer mon pays. Désolé, moi je suis peut-être le pessimiste de la soirée. C'était juste la première étape en fait. Il a fait une DPG. Enfin, il prenait aucun risque. Maintenant, il va falloir rentrer dans le détail du budget, sur quoi concrètement est-ce qu'on va vraiment faire les 5,4%. Qu'est-ce que Retailleau va obtenir sur la sécurité et l'immigration? Enfin, il y a encore d'énormes sujets à traiter. Qu'est-ce qui se passe en mars avec le procès de Marine Le Pen? Est-ce que ça va l'exciter encore ou pas? Comment va se comporter la France insoumise? Comment dans les jours qui viennent le PS va finir quand même par essayer de faire un peu danser le Premier ministre sur certaines choses, puisqu'ils auront le sentiment de s'être fait un peu avoir après cette négociation avortée. Donc pour moi, c'est juste un premier obstacle qui n'en était vraiment pas un, parce que franchement, la DPG, c'est pas l'exercice le plus difficile. C'est un discours. J'aimerais vous y voir, moi. J'aimerais vous y voir, François. Non, mais il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. En tout cas, c'est un exercice. Maintenant, va falloir. C'est un exercice qui est extrêmement bien réussi. Je le nie pas un instant, mais c'est que le début de l'aventure. Vous êtes agaçant, François. Vous occupez des petits détails. Bah oui, sans déconner.
Vous dites Sébastien Ménard. Sébastien Ménard, je suis désolé, vous dites que c'était plutôt réussi et votre coup de gueule, enfin votre tour de table, c'est tout ça pour ça. Ah, mais à un moment donné, c'est quoi ? non mais attendez, c'est tout ça pour ça. Ce n'est pas à l'endroit, je vais vous surprendre, de François Bayrou. Ah bon, d'accord. Non, c'est à l'endroit d'Emmanuel Macron, parce que je me dis que, je me dis que l'ensemble, je dirais, des macroniens de la première heure, on a évidemment accueilli. Ça veut dire qu'il aurait fallu que Bayrou soit là depuis 2017. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'on a tout fait, nous, pour pousser une nouvelle génération, Édouard Philippe, pour faire monter effectivement des Sébastien Lecornu, des Gérald Darmanin, etc., pour construire, je dirais, une majorité plurielle, pour tenter de disrupter l'échiquier politique tel qu'on l'a fait, avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Ça a super bien marché. Voilà, merci de le constater. Et donc je me dis que si quand on voit l'exercice réussi de ce jour d'un François Bayrou, avec finalement des tas de vieilles idées qu'il a réussi à recycler dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on est en janvier 2025. Mais pourquoi des vieilles idées ? Bon courage. Pourquoi des vieilles idées ? Mais attendez, vous savez pas, elles n'ont pas été mises en place. C'est des idées dont il nous parle pour certaines depuis 7 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 30 ans, et en tout cas... Moi, je défends pas Bayrou, je vous dis tout de suite. Mais en tout cas, la raison pour laquelle je dis tout ça pour ça, on aurait peut-être dû essayer avant. Voilà. Philippe Bilger. Bayrou à Matignon dès 2017, ça aurait été bien ? Ah ben pourquoi pas. En tout cas, c'est pour la première fois qu'on jugera la capacité de François Bayrou à sortir du verbe et à voir s'il sait agir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme disait un de ses prédécesseurs, il est maintenant aux manettes. Bien sûr. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. François Ouzillot, tout pouvoir exprimer, ce n'est ne rien pouvoir dire. Voilà, c'est pas facile à dire. C'est très compliqué votre truc. Mais ça va être très simple, vous allez voir. Et pourtant, ça a l'air simple, mais non. Non, mais ça a été évoqué tout à l'heure par Philippe. Sandrine Rousseau et Marine Tondelier ont dit il y a quelque temps qu'elles allaient peut-être quitter X. Ah bah même à répétition. Hein, c'est répétition. Et objectivement, ça va assainir nos esprits. En tout cas, moi, c'est mon avis. Philippe parle de santé publique. Et ma timeline pour parler anglais, Twitter. Parce que franchement, voilà, ça commence à devenir un peu pénible. Au-delà de ça, je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose. Pour paraphraser un ancien président, Elon Musk et les GAFAM sont en train de porter atteinte à notre liberté d'expression et nous regardons ailleurs. Et avec ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle, avec cet interventionnisme assez fort, voire très puissant d'Elon Musk à travers Twitter, avec ce qu'il a fait au Royaume-Uni il y a quelques jours encore, avec ce qu'il a fait avec une vice-présidente de l'AfD, avec une conversation sur Twitter également, la semaine dernière, il est en train de se passer une sorte d'impérialisme de la part de ce grand patron, qui est l'homme le plus riche du monde, qui veut intervenir maintenant en Europe. On va voir comment se comporte la Commission européenne. Ursula von der Leyen, elle n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord avec son Parlement. C'est un sujet qui est très peu évoqué, un peu dans la presse, un peu ces derniers jours, mais je trouve pas suffisamment par rapport à ce que ça peut engendrer, ce que ça peut avoir comme conséquence sur nos démocraties européennes et sur les prochaines élections dans tous nos pays. On a vu déjà qu'il y avait eu des sujets avec les GAFAM pendant la campagne de Trump en 2016. Vous vous rappelez d'un scandale avec une entreprise qui s'appelait Cambridge Analytica. On a vu à quel point Facebook était mêlé à cette affaire. Zuckerberg a dit récemment qu'il allait arrêter le fact-checking. Enfin, et tout le monde s'en fiche. Il y a quelques années, on avait des grands articles qui nous expliquaient qu'on était incapable de construire suffisamment de missiles, combien on avait encore de chars qui vont fonctionner, combien on avait d'avions, etc. Mais le sujet de la guerre de demain ou des puissances, comment elles vont se comporter entre elles dans les mois et les années qui viennent, c'est, je pense, tous les sujets d'informatique et les sujets cyber, les attaques cyber, l'influence et la manipulation des foules à travers ces réseaux sociaux sont pour moi extrêmement importants. Et donc, attention à notre liberté d'expression à l'européenne, j'ai envie de vous dire, version DDHC 1789 qui est mis en péril. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que vous parlez beaucoup par... Pardon, oui, c'est mon côté élu. François, ça va le moral en ce moment? Et moi, je suis un optimisme. Ça se voit pas, un optimiste réaliste. C'est-à-dire que vous reliez, François, le Musk qu'on aimait bien
et qu'on a entendu vanter au début de l'émission, avec le Musk qui s'aventure dans le jeu diplomatique. Qui est en train de vouloir s'occuper de tout. Ça a été dit lors de la conférence des ambassadeurs par le président de la République il y a 10 jours, qu'une sorte d'interventionnisme de sa part. Je ne sais pas s'il y a une complicité avec le président américain, le futur, j'en sais rien, sans doute, mais à un moment donné, il va finir par prendre plus la lumière que lui, ce qui risque d'ailleurs d'agacer Donald Trump sérieusement. Mais je pense que tout ce qui est en train de se passer sont des tentatives de déstabilisation de l'Europe. On a vu que les Russes avaient fait la même chose en Afrique avec Wagner il y a quelques mois, quelques années, quand on se retirait du Sahel. Enfin bref, tout ça est extrêmement inquiétant, et donc j'espère que l'Europe va être forte sur ce sujet. Sébastien, remontez-nous le moral. Alors, si l'Europe est aussi forte qu'elle ne l'a été avec l'émergence des GAFAM, des GAFAN ces 20 dernières années, je rappelle que toutes les batailles technologiques en matière de télécommunications, ce qu'on appelait les télécommunications 2.0, aujourd'hui les télécommunications 3.0, on a tout perdu. On a tout perdu. Quand vous équipez l'État français avec des logiciels américains, y compris le ministère de la Défense, quand vous ne permettez pas, et moi j'étais à la tête d'un moteur de recherche qui s'appelait Quant, quand vous ne permettez pas à ces moteurs de recherche de s'imposer, et bien quelque part vous laissez la supériorité technologique s'imposer, et derrière la supériorité technologique, il y a évidemment la supériorité économique, et après vous faites ce que vous voulez. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Après, et tout s'emballe et on peut raconter n'importe quoi derrière un écran, et ça devient un vrai problème. Et après toutes ces bonnes nouvelles, vous pensez à ma santé mentale, moi. Allez, merci beaucoup en tout cas, messieurs. Merci beaucoup François Ozillot, merci beaucoup Sébastien Ménard, merci beaucoup Philippe Bilger. Philippe David, on vous retrouve à 20h. Ah bah non, mais on n'a pas fini là, on a le coup de projecteur des vraies voix. C'est déjà fini. Elle nous fout dehors. On éteint la lumière, on part. Il y a une forme d'impatience. François, on va aller boire une bière. Vous savez quoi ? En clair, j'ai plus du tout envie de vous parler. Et c'est pas vendredi. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h. Ça s'est passé sur Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix, parce que vous l'avez bien compris que tout à l'heure, je fais pas. Vous en aviez soupé de nous. Je croyais que l'émission était terminée. Moi, de toute façon, je dormais, donc je me suis réveillée. Non, pas du tout. Avec autour de cette table, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre, et François Ozillot, maire de Vernon. Et vous au 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Voici François Bayrou. Vous êtes député européen, président de l'UDF et candidat à la présidentielle de 2002. Ce que je propose aux Français, vous le savez bien, c'est de réunir autour d'un président nouveau une majorité nouvelle, qui fera travailler ensemble, enfin, des femmes et des hommes venus de camps différents. Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s'est livré à une course-poursuite à l'extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs. Reste le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. Et dès l'ouverture du discours de politique générale de François Bayrou, le Premier ministre a donc émis le souhait, je cite, de réconcilier les Français entre eux, réconcilier les Français avec l'État et leurs élus, réconcilier les Français avec les entreprises. Alors parlons vrai, est-ce que François Bayrou a trouvé le ton et les mots justes pour parler aux députés et par-delà aux Français? Et à cette question, Bayrou peut-il réconcilier les Français? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir? Aude n'aura pas besoin de se réconcilier avec vous. C'est le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce qu'il y a donc un chemin à trouver de réconciliation? Alors, l'exigence de réconciliation et de rassemblement est totalement nécessaire. Et il y a trois, à mon sens, données qui justifient le propos de François Bayrou, c'est le fait que d'abord, tout au long de sa vie politique, il a toujours placé cette exigence au premier plan. Le second point, c'est que, au fond, le ton qu'il a utilisé lors de la déclaration de politique générale était un ton parfaitement démocrate, équilibré et, j'allais dire, urbain sur le plan républicain, et ça donne déjà un exemple. Et troisième élément, il est profondément convaincu au
aujourd'hui que c'est la plaie centrale de notre démocratie. Mais une fois que j'ai avancé ces 3 idées, il y en a une dernière qui me fait très peur et qui risque de me donner tort, c'est que François Bayrou, en dépit de ce qu'il pense et de ce qu'il fait, est très mal aimé à l'heure actuelle par une majorité de citoyens, et il est très difficile de convaincre lorsqu'on a un tel handicap de départ. François Ozillot. Ça a toujours été un homme de rassemblement et de consensus. Donc j'ai envie de vous dire, par les temps qui courent, agités que l'on traverse, ça me paraît pas forcément être une mauvaise option, même si les circonstances de sa nomination sont quand même à discuter. En revanche, il a trouvé un trou de souris, il l'exploite. On va voir ce que donne le conclave, le fameux, les 3 mois. Mais encore une fois, pour moi, c'est juste une première étape. Il a fait une sorte de... Il a rassemblé tout ce qu'on avait mis dans le débat public depuis quasiment 2017. Il va essayer de porter un certain nombre de sujets, mais la question, c'est est-ce qu'il va trouver des majorités sur un certain nombre de textes. Wauquiez a déjà dit qu'il serait exigeant, que ce serait du texte par texte. Le PS et le reste de la NFP vont peut-être se déchirer. Enfin, j'ai l'impression qu'on va encore avoir une année de 2025 bien chargée. Mais pour répondre à la question de Cécile, les Français en ont marre. Ils veulent effectivement de la stabilité et du calme. François Ozillot, vous avez parlé du nouveau Front Populaire. Il y a quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon a dit ceci: tous ceux qui ne votent pas la censure sortent de l'accord du nouveau Front Populaire. On met des options sur leur circonscription. Mais c'est exactement ce que nous souhaitions, en fait. Je dirais, au centre de l'échiquier politique, on demande une clarification depuis des mois et des mois et des mois. En clair, nous, on est persuadés que on doit pouvoir travailler avec la droite de l'échiquier politique, évidemment le socle central, et puis tous les progressistes, toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas le chaos, qui ne veulent pas foutre le bordel, qui ne veulent pas insulter nos concitoyennes et nos concitoyens, celles et ceux qui ne veulent pas soutenir des relents antisémites d'extrême gauche en France. Voilà. Et Bayrou l'a bien compris. C'est ce qu'il essaye de faire. Et c'est vrai que la position de Laurent Wauquiez vient gommer un peu l'anti-sarkozysme, je dirais, viscéral auquel nous a habitué François Bayrou. François Ozillot. C'était un peu provocateur, mais finalement la dissolution de l'année dernière, pour paraphraser Manuel Valls, sera peut-être permis de distinguer les 2 droites irréconciliables, celle de Ciotti et celle de Wauquiez. Au moins ça a été clarifié pendant le débat de juin 2024. Et là, les différents remaniements successifs auront peut-être l'opportunité de clarifier les fameuses 2 gauches irréconciliables. La même chose à gauche. À la seule différence, si vous le permettez, François, que je trouve que ces 2 droites n'ont rien d'irréconciliable, de mon point de vue. La question, c'est est-ce qu'on va vers la droite ex-sarkozyste, Wauquiez, enfin peu importe, ou Philippe pour demain, ou est-ce qu'on continue d'être absorbé par le Rassemblement national? Et Ciotti, manifestement, a fait son choix. La question est, je rebondis sur ce qu'avait lu Philippe David, c'est est-ce que ça va durer? Est-ce que finalement NFP va pas finalement faire basculer ou faire basculer justement le gouvernement? C'est intéressant de voir le courage intellectuel et politique du Parti socialiste. Je me souviens, c'est Françoise qui disait que dès que l'élection arrive, ou d'autres qui critiquaient les socialistes, disaient dès que les élections vont se présenter, ils vont regagner le bercail de la NFP. On verra. Soudés, oui, bien sûr. On verra. À mon avis, pour définitivement décrocher les wagons entre le PS et la France Insoumise, il faut la proportionnelle. Là, au moins, ils seront indépendants, ils seront à leur compte, une bonne fois pour toutes. C'est évident. Donc il faut y aller sur la proportionnelle aussi. Mais est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour le faire cette année? Je sais pas. C'est un problème de courage? Parce que sur le terrain, non, faut juste courage et de calcul. Oui, parce que si on fait le calcul et si on regarde ce qui se passe sur le terrain, même, je dirais, sur des territoires comme le mien, où Mélenchon, la France Insoumise, il y a 5 ans, 6 ans, n'existait pas. Aujourd'hui, ils remplissent des salles. Donc aujourd'hui, il y a des troupes, aujourd'hui, il y a des soldats. Et que ce que dit Mélenchon ce soir, c'est que si on avait besoin d'être plusieurs pour bordéliser la vie politique française, là, on peut le faire dans notre coin. Aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'ils sont tout à fait capables d'aligner 577 candidats dans 577 circonscriptions. Vous pensez que Olivier Faure va signer ça? Là, il se le fait dicter pour l'instant. Ah bah oui. La question, c'est, je pense que Mélenchon sent que les choses lui échappent, donc il fait un coup de poker. Mais j'ai une question philosophique. La proportionnelle, est-ce encore la 5e République? Philippe Bilger, vous qui avez connu la 4e. Ah non. Moi, je trouve que la 5e ne dépend pas du système électoral. On peut créer une 5e qui serait plus souple, moins corsetée.
Il y avait C'est le pays réel. Il y avait une étude qui avait été faite il y a quelques mois dans un grand quotidien du soir qui disait que s'il y avait eu la proportionnelle, alors il y a plusieurs types de proportionnelle, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Étonnant d'ailleurs. Moi, j'ai le sentiment que si c'était la proportionnelle enfin, regardons ce qui s'est passé sur le scrutin européen. Le scrutin européen, c'est une vision. C'est un instantané, c'est la proportionnelle. Bon, je suis pas tout à fait certain que ça n'aurait pas changé la. Ça a été démontré. Voilà. Mais ça dépend quelle proportion. La question, c'est en fait, c'est la correction qui n'a pas été faite par les Français en juin 2024 peut être faite en juin 2025. Voilà. C'est ça. En tout cas, le prochain délai, c'est donc mardi prochain, puisque c'est là que la France Insoumise va déposer la motion de censure. Ah non, il y a déjà une pour le. On est le 14 pour le 16. Ah, pour le 16, vous avez raison, qui est déjà depuis mise en place. Dans les tuyaux. Voilà, plus que 2 jours. Bref, cette fois-ci, je crois que c'est la fin de l'émission. Non ah oui, je crois. Moi, j'ose peux rien dire. Je peux rester comme ça jusqu'à minuit. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci François Ozillot, merci Sébastien Ménard, merci beaucoup Philippe David. Beaucoup. Et pour le coup, on vous retrouve vraiment à 20h pour les vraies voix du football. On va parler de quoi on va aller à Espali, le petit pousset de la Coupe de France dans la banlieue du Puy-en-Velay qui joue le PSG demain soir. Il y a une soirée de Coupe de France, la première partie dont on va parler tout à l'heure. On va parler évidemment de l'OM qui est un candidat au titre peut-être vu la bonne série qu'il fait. On va revenir sur le Real Barça qui a été absolument fou, 5-2 avec une défense à la rue du Real Madrid, et on conclura sur les propos pour le moins peu amènes de John Textor, le patron de Lyon, contre le PSG et la Ligue de football. Et on reste ensemble jusqu'à 20h. On va vous parler du secteur du transport routier qui fait face à de grandes mutations, dont celle de l'emploi. Allez, à tout de suite. Trade République,